On va y aller, si vous êtes d'accord, mesdames. Alors, écoutez, mon nom est Vincent Gautret, je suis directeur pour encore quelques jours, quelques semaines du Centre de recherche Roma Publique. Et c'est toujours un privilège de partir comme ça les cycles de conférences que nous avons organisés dans le cadre de cette structure qui est le centre. Puis c'est toujours un plaisir, justement, quand nos activités réunissent des gens que je connais bien dans certains cas, puis des gens que je connais moins bien. Et c'est notamment le cas de Marie, avec lequel j'ai pas fait, j'aurais pu calculer le nombre de courriels qu'on s'est échangés, mais il y en a eu plusieurs dizaines. Mais j'avais jamais eu le plaisir encore une fois, de mettre un visage sur un nom. Donc, je suis ravi. Puis, je suis ravi que l'on parle aujourd'hui d'IGEA, qui est encore une fois, dans mon cas, une structure que je connaissais trop mal. Même si, encore une fois, j'ai participé depuis quelques années à son accroissement. Et je suis sûr que vous avez parlé des réalisations plus récentes là, qui nous honorent tous. Et j'étais content d'organiser cette activité très IGA centrée dans le cadre d'une matinée. Si je peux me permettre en 2 mots de dire ce que sont les matinées de la justice, c'est dans le cadre d'une restructuration des activités du CRDP. Les matinées, ce sont des activités qui sont directement ciblées sur des perspectives pluridisciplinaires. Alors, on a le domaine de la santé, on a le domaine du droit, on a l'internationalité qui définit Violaine. Donc, cette activité sur IGA rentrait parfaitement, je dirais, dans ce cadre que constituent les matinées. Alors, les matinées qui se donnent le midi, mais, euh, mais ça marche quand même. Alors, merci à toutes les trois d'avoir accepté de nous mieux faire connaître ce qu'est cet observatoire. Alors, je ne vais pas relire, et puis je voulais être court, mais je ne vais pas relire les CV des trois intervenantes. Je vous invite à aller sur la page de la conférence pour en savoir davantage. Excusez-moi, pour en savoir davantage. Mais très rapidement, et puis dans l'ordre de présentation, puis je vais vous présenter les trois intervenantes, et puis je crois que les questions seront gérées sous le contrôle technique de Sylvain Lafleur, coordinateur scientifique du CRDP, que je remercie aussi, mais ce sera Violaine qui va gérer la période de questions généralement qui correspond aux 20-30 dernières minutes de l'activité. Mais donc, dans l'ordre de présentation, vous aurez en premier lieu Marie Hatem, qui est la présidente générale de l'Observatoire IGA et qui est également directrice du centre de recherche ICAR de la Fondation Panzi. Merci beaucoup, encore une fois, Marie, de vous plier à l'exercice. En deuxième lieu, ce sera Myriam Cohen. Myriam Cohen, si je peux me permettre, je crois que lors d'une discussion avec Madame Lamotte, d'IGA aussi, je pense que j'avais dû lui dire « Ah, vous devriez contacter Myriam ». Alors, peut-être que j'ai participé à ce lien qui est ultra naturel avec vous deux, Myriam et Violaine. Ultra naturel parce que Myriam est une juriste. Elle a récemment obtenu une chaire du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux. J'ai eu le plaisir de la diriger il y a plus de 10 ans dans sa maîtrise. Une de ses maîtrises, alors il faisait 3 en même temps. Et donc, c'est un vrai plaisir de te savoir dans le cadre de cet observatoire. Et en troisième lieu, la troisième intervenante, et qui va également, comme je disais, diriger la part de questions, c'est Violaine Lemay, au centre depuis longtemps, auquel j'apprécie énormément les travaux, et qui est, comme je disais, je dirais euh, no- notre penseur sur les questions de pluridisciplinarité au centre, qui est depuis le début aussi dans le projet IGA, et donc qui va clore, je dirais, ce trio, ce très beau trio de femmes fortes et bien pensantes sur ces questions, donc reliées aux femmes, à la francophonie, à la santé.
Alors voilà, sans plus tarder, merci encore à toutes les trois. Peut-être des éléments cléricaux, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin, je pense qu'il y a la formation continue, donc il y aura un mot de passe qui sera donné par Sylvain à la toute fin de l'activité. Sans plus tarder, merci encore, professeur Hatem. Merci. Merci, professeur Gautret, de votre invitation et de cette introduction. Voilà. Donc, je partage avec vous. Est-ce que c'est visible? Mon diaporama est là? D'accord. OK. Alors, je vous remercie pour l'invitation. Ça fait quelque temps qu'on collabore avec le CRDP, mais à distance, avec la COVID, ça n'a pas aidé. Alors, merci de nous donner cette tribune aujourd'hui pour partager avec vous notre observatoire intitulé IGA, qui œuvre pour les droits et la santé des filles, des adolescentes et des femmes dans la francophonie. Alors, je vais aller très brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vais essayer de me contrôler parce que je peux aller très loin des fois. Il faut savoir m'arrêter et me contrôler. Alors, je vais présenter brièvement les racines ou les origines de IGA, un réseau intermédiaire qui était le réseau des sages-femmes francophones qui portait sur les droits sexuels et reproductifs, droits de la femme, droit à la vie, qui ont mené au début de IGA et IGA comme observatoire. Alors, les racines de IGA remontent un peu loin. C'était difficile pour moi d'essayer de préparer cette présentation et de parler de mon parcours. Ça me fait un peu difficile. Je vais essayer d'oublier que je parle de moi, mais je vais parler un peu de mon expérience. Donc, mon expérience avec les femmes remonte assez loin, à une vie antérieure que j'ai commencée au Liban, quand j'ai fait ma formation d'infirmière et de sage-femme en pleine période de guerre. Donc, le premier emploi que j'avais occupé touchait à l'enfance mal adaptée. En période de guerre où il n'y avait rien pour les enfants, j'étais comme sage-femme responsable de voir au dépistage et à l'accompagnement des familles qui avaient un enfant handicapé à la naissance. Par la suite, j'ai repris le travail à l'école de sage-femme comme enseignante puis directrice de l'école et c'est là que je devais m'occuper de la santé des femmes et j'ai découvert durant la guerre que tout peut s'arrêter, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau temps, qu'il y ait des obus qui nous tombent dessus ou qu'il y a des francs-tireurs ou n'importe quoi. Quand un enfant doit venir au monde, il doit venir au monde et c'est la femme qui porte ce fardeau-là. C'est toujours dans des situations très dramatiques et catastrophiques et on pouvait assister à des morbidités et des mortalités qui étaient vraiment tout à fait évitables. Donc, quand on dit évitable, c'est des vies perdues pour rien, c'est de l'injustice pure et dure. Mais j'étais encore toute jeune professionnelle et on avait toute la situation de la guerre à vivre. Et depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup de suivi. Alors, j'ai été amenée à créer ce qu'on appelle une maternité de guerre parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'hôpitaux, plus de médecins, plus de structures et les femmes devaient traverser des zones de démarcation entre des régions pour arriver à trouver un support. Et alors que tout le monde pouvait aller dans les abris, moi, je devais aller courir pour trouver un endroit pour accueillir une femme qui est en train de mettre au monde son enfant. Donc, avec cette absence de ressources, de structures et de sécurité pour les femmes et les enfants, j'ai connu la première facette de l'injustice et de l'insécurité que les femmes et les enfants peuvent vivre. Puis, je suis arrivée au Québec et c'est là que j'ai développé d'autres façons de voir la santé de la femme et la naissance. Je suis arrivée au moment où la profession de sage-femme était à ses débuts dans la reconnaissance. Donc, la loi venait de paraître, il y avait eu tout le mouvement d'accoucher ou se faire accoucher, donner à la femme sa place, l'humanisation de la naissance, l'appropriation du corps de la femme. Donc, je voyais le problème sous un autre angle. Donc, ce n'était pas sous cet angle de féminisme ou de regard sur la femme, mais c'est de voir comment accompagner la femme durant cette période de la périnatalité tout en lui donnant la sécurité, le respect de ses droits. Et il fallait aussi s'intégrer dans la culture québécoise et canadienne et apprendre les droits de la femme, les droits de la profession, les droits de la pratique et un contexte tout à fait nouveau. Puis, il fallait, sur le plan professionnel, aller dans la légalisation de la profession de sage-femme. Et c'est là qu'on voyait que c'est une profession féminine, une profession qui faisait face à d'autres professions qui étaient très solidement ancrées, plutôt masculines, comme la médecine, et c'était une confrontation. Donc, ce n'est pas simplement la femme qui doit s'occuper des femmes, mais c'était la situation d'une profession féminine. Donc, il y avait aussi des injustices et des droits par rapport à la femme comme professionnelle qu'il fallait gérer d'une certaine manière. Donc, c'était les sages-femmes et les infirmières, puis d'autres disciplines qui sont entrées en jeu.
Dans le monde de l'éducation et de la recherche, les racines de IGA sont allées aussi dans ce contexte-là, de par ma formation d'infirmière sage-femme, mais au Canada, pour pouvoir aider les sages-femmes et les femmes, j'ai entamé mes études doctorales sur l'organisation des professions basées sur la formation des professionnels, particulièrement la sage-femme au Québec, c'était la population à l'étude. Donc, j'ai côtoyé toute cette question de droit de la profession, de droit de la pratique, de droit de la femme. Et c'était le travail dans l'interdisciplinarité aussi. Il fallait trouver de la place à cette nouvelle profession entre d'autres professions qui étaient là. Mais parallèlement, j'ai commencé à être invitée sur la scène internationale pour le développement de la formation de la recherche, où j'ai commencé avec le Maroc, puis le Liban, puis Djibouti, doucement, tranquillement. Et c'est comme ça qu'est né le réseau des sages-femmes francophones pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans la francophonie. Pourquoi? Parce qu'à travers un premier congrès des associations de sages-femmes de la francophonie, donc mondiale, on s'était réunis pour un congrès et là, les sages-femmes ont remarqué qu'elles étaient les seules à ne pas avoir un niveau de formation qui leur permet de questionner leur pratique. Donc, les niveaux de maîtrise et de doctorat étaient quasiment inexistants. Donc, elles m'ont demandé de les aider à remonter la pente et j'ai pu avoir un financement des IRSC à l'époque pour créer ce réseau des sages-femmes francophones. Et depuis ce temps-là, donc en 99 que j'ai eu le financement, je suis devenue une consultante pour les sages-femmes, pour ce réseau. Donc, je donnais un soutien au développement des programmes de formation, un soutien aux associations et aux sages-femmes. Et pour cela, j'ai adopté cette approche systémique complexe qui considère que pour développer une profession ou ajuster son rôle dans un milieu quelconque, on ne peut pas le travailler tout seul. Donc, on ne peut pas changer un contexte de pratique si on ne change pas l'organisation socioculturelle qui l'entoure, c'est-à-dire le contexte légal, le contexte de la pratique, la place par rapport aux autres professions, la place par rapport à la société, ainsi que la place de la formation. Donc, il fallait toucher trois systèmes. Ces trois systèmes m'ont accompagné durant toute ma carrière pour aider au changement de rôle des professionnels, à la formation des professionnels, à l'évaluation des contextes, des continuums de soins mère-enfant. Donc, c'était toujours cette approche globale, complexe, qui faisait appel à beaucoup de disciplines, à beaucoup de collaborations pour pouvoir avoir un plan stratégique qui amène un changement. Sinon, c'était des coups d'épée dans l'océan. Je dis dans l'océan qu'on ne voit pas le coup d'épée dans l'océan. Dans une mare, on va voir la surface changer, mais à l'océan, c'est rien. Alors, j'ai dû représenter cet organisme dans des manifestations internationales, dans des congrès, des organisations et des associations qui touchent à la santé de la femme de près ou de loin, comme la Confédération des sages-femmes, des gynécologues obstétriciens, l'Association des obstétriciens gynécologues du Canada, etc. Et j'étais tutrice pour cette organisation canadienne qui donne la formation GESTA à travers le monde, surtout dans les pays en développement, pour tout ce qui est droit sexuel et génétique, droit à la vie de la femme. C'est là que j'ai découvert ce concept et cette façon de voir, que je militais d'une manière ou d'une autre pour renforcer les compétences, pour dire donner des professionnels qualifiés peut amener à réduire les morbidités et mortalités, mais je ne l'avais jamais vu sous l'angle de défense des droits sexuels et génétiques et droit à la vie. C'est là que je comprends que si on ne donne pas un bon soignant, on met la femme en insécurité, on la prive d'un droit à la vie. Si je ne lui donne pas les meilleures informations et le meilleur accompagnement durant la période périnatale, je lui ôte ses droits sexuels et génétiques. Et c'était un nouveau niveau pour se battre pour les droits de la femme, de l'enfant dans le milieu de la francophonie. Pourquoi la francophonie? Parce que c'était les pays qui affichaient les plus hauts taux de mortalité et morbidité maternelle et infantile dans le monde. Alors, il fallait faire cette meilleure compréhension du monde d'injustice pour pouvoir accompagner autrement les femmes et les enfants qui meurent pour des causes évitables. On peut remarquer que, par exemple, dans les pays en développement, à un moment donné, c'était une femme sur 16 qui pouvait mourir d'une cause liée à la grossesse et à l'accouchement, alors que dans les pays développés, comme le nôtre, c'était une femme sur 4000 et on a trouvé que c'était énorme. Donc, vous imaginez un peu l'injustice et l'écart. Et à travers GESTA, j'ai pu intervenir au niveau du Haïti, du Sénégal, du Maroc, du Congo, du Liban et dans d'autres pays pour donner la formation, pour contribuer à réduire les mortalités et morbidités. Donc, dans ces interventions internationales, on remarqué qu'il n'y a pas de soutien pour les sages-femmes. Si on fait une activité scientifique, j'ai eu un congrès que j'ai monté au Canada, au Québec, pour la collaboration Cochrane. Je voulais inviter des sages-femmes pour les sensibiliser à la recherche. Tout le monde me disait, on a de l'argent pour envoyer des médecins, mais on n'a pas d'argent pour envoyer des sages-femmes. Donc,
impossible d'envoyer des sages-femmes infirmières pour développer leurs connaissances, leurs compétences. On faisait des demandes de subventions, mais c'était des rejets parce que dans les comités, les sages-femmes n'étaient pas considérées comme des professionnels et les comités scientifiques pour la santé, c'était surtout médical. Donc, il y avait toujours un rejet. Donc, il fallait toujours travailler à un autre niveau de terre à terre avec les gens, avec les pays, avec les associations et dans les pays que je viens de mentionner. En 2010 est arrivée une initiative qui s'appelle l'initiative Muskoka. Elle s'est développée à Muskoka, c'est une région en Ontario où le G8, le G10 s'est réuni et ils ont décidé qu'il faut s'occuper de la santé maternelle et infantile parce qu'il n'était plus acceptable que les taux de mortalité soient aussi élevés. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de milliards qui ont été investis à travers le monde pour contribuer à réduire les mortalités et morbidités. Les pays francophones sont restés quand même marginalisés. Le plus gros du travail se faisait dans les pays anglophones où les mortalités avaient lieu. À travers le développement de mes activités, je décide de prendre une sabbatique en 2012 et j'effectue un séjour à l'OMS Genève. Et c'est là que je commence mes collaborations avec l'OMS dans le cadre de l'initiative Muskoka, mais les fonds français. C'est là que j'ai eu à intervenir au Togo, en Guinée, en RDC, au Cameroun, Bénin, Burkina, etc. Et on trouvait que c'était toujours difficile pour trouver une place pour les sages-femmes, pour aider les femmes et être auprès d'elles. Même si on parlait de stratégie dans ce sens-là, mais l'implantation sur le terrain allait dans d'autres sens. Au niveau du Québec, je continue aussi à collaborer dans le développement des initiatives qui aident au renforcement des capacités de recherche en santé périnatale, en santé maternelle et infantile. Et on avait eu 2 organisations financées par les instituts de recherche en santé du Canada à partir de 2008. On a créé un programme interdisciplinaire en santé périnatale qui a offert un micro-programme à partir de l'Université de Montréal pour tous les candidats qui recevaient une bourse de ces 2 organisations-là. Et c'était dans ce contexte que j'ai fait la connaissance de Violaine Lemay et on a eu à collaborer ensemble pour offrir un cours d'interdisciplinarité pour la périnatalité à des diplômés ou des boursiers de ces organisations-là. Et la collaboration s'est poursuivie, le travail au Québec, au Canada. En 2014, on avait la certitude de l'absence de la place pour le développement de la sage-femme dans la francophonie. Et avec l'UNICEF, j'ai eu la possibilité de développer un projet sur la fidélisation des ressources humaines en santé maternelle, néonatale, infantile dans 3 pays, le Bénin, Burkina et le Sénégal, qui sont des pays francophones. Et là, j'ai pris une autre prise de conscience, c'est de réaliser que la santé maternelle et infantile dans ces pays, ce n'était pas simplement une question de sage-femme. C'est toute l'équipe, c'est tout le contexte, comme je parlais des 3 systèmes, donc le contexte légal, le contexte organisationnel, le contexte disciplinaire, la collaboration, la formation, tout était lacunaire, tout était à retravailler. Et c'est là que je me suis dit, d'accord, puisque c'est tellement difficile de passer sous l'angle de la sage-femme et de sa collaboration, pourquoi ne pas regarder sur la santé et les droits de la femme en tant que droit humain et s'occuper de la santé des femmes? Peut-être qu'on aurait une meilleure écoute, surtout que la politique internationale allait dans ce sens-là. Et c'est là qu'on a commencé à parler de l'autonomisation de la femme dans la francophonie à partir de 2016, mais le financement de ces activités était très difficile. J'avais essayé par tous les moyens, ça ne fonctionnait pas, jusqu'en 2018, où il y a eu un programme à l'interne à l'université qui portait sur le soutien des initiatives intersectorielles financées par le BRDV. Et on a proposé, et c'est là, avec Violaine et Lise Lamotte, mes 2 collègues, on a appliqué à ce programme pour une plateforme intersectorielle de recherche et de développement pour le bien-être et l'autonomisation des femmes et des adolescents dans la francophonie. Comme vous voyez, j'évitais le terme de santé, j'utilisais le terme bien-être, je parlais d'autonomisation des femmes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parlait de santé, on voyait la sage-femme, on voyait des personnes non professionnelles, donc il n'y a rien pour ça. Alors que parler de bien-être, parce que pour moi et dans ma vision, et c'est ce qu'on a inculqué à cet organisme, que la santé, c'est la santé globale, c'est-à-dire c'est le mental, le physique, le social, le psychologique, même le spirituel, le financier, c'est à tous les niveaux. Et parallèlement, à travers le monde, il y avait à ce moment-là un courant qui parlait que pour atteindre les objectifs du développement durable, après le 2015, pour atteindre le développement durable en 2030, ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait travailler sur l'autonomisation des femmes. C'était la clé de voûte qui devait changer les choses. Donc, on arrivait à un moment où on utilisait des termes qui avaient un écho dans la société internationale. Et c'est là qu'on a commencé à développer
le réseau IGA. Donc, à partir du financement qu'on a eu et qu'on était dans le cadre de ces stratégies mondiales, nous avons eu le financement et on a choisi le titre de IGA. IGA, en faisant référence à la déesse de l'hygiène, parce que c'était une déesse qui voulait la santé, qui voulait le bien-être, qui voulait de la prévention, de la promotion, et on voyait que c'était l'appellation qui pourrait correspondre. Et on a spécifié qu'on voulait IGA pour soutenir l'autonomisation des femmes dans la francophonie. On a choisi l'emblème qui est Liberté. C'est une sculpture de bronze qui présente une femme qui vole de ses propres ailes. Alors, la sculpteur, qui est une amie, nous a autorisé à l'utiliser pour notre emblème. Ça représentait vraiment ce qu'on voulait. Puis, on a choisi comme parrain le docteur Denis Mukwege, qui était devenu, un an plus tard, le prix Nobel de la paix. Et on l'a invité à l'Université de Montréal. Il a eu le doctorat honoris causa chez nous. Et le professeur Breton, le recteur à l'époque, a signé une entente avec lui, avec le docteur Denis Mukwege. Et les activités de cette entente universitaire ont été confiées à IGA. Donc, il fallait qu'on développe des collaborations. C'est sous cet angle que le docteur Mukwege nous a confié la direction de son centre de recherche et nous avons maintenant d'autres activités, j'y arrive. Donc, que voulait IGA? IGA voulait soutenir dans un partenariat francophone global, mondial, le renforcement de ressources humaines, institutionnelles, afin qu'elles contribuent à leur tour au renforcement du rôle, de l'autonomisation et du bien-être de la femme, de la fille et de l'adolescente dans la francophonie. Elle voulait créer une plateforme qui favorise l'interaction et les échanges de compétences entre les ressources humaines, matérielles et institutionnelles dans la francophonie et constituer un réseau de personnes, d'institutions, d'OG, d'ONG, d'organismes subventionnaires, etc., qui sont concernés par le renforcement du rôle, de l'autonomisation et du bien-être de la femme, de l'adolescente dans la francophonie. Et enfin, offrir un support national ou international sur place à distance pour le renforcement des ressources existantes, le développement de nouvelles ressources, en plus d'intervenir auprès des instances nationales, régionales, internationales, pour faire le plaidoyer, favorisant l'engagement dans le développement des ressources concernées pour le bien-être de la femme, de l'adolescent. Donc, ceci décrivait vraiment la structure d'un observatoire. C'est pour ça qu'on a décidé de lui donner cette forme-là et on est en train de travailler dans ce sens pour en faire un observatoire. Et on a développé des projets de partenariat à travers le monde. Donc, en 2018, par exemple, nous avons une première rencontre avec l'AUF à Bruxelles où on a invité nos partenaires qui sont le réseau Vision Tokyo 2010 qui regroupe les directeurs des ressources humaines des ministères de la Santé de 13 pays de la francophonie. Alors, durant cette période, avec la collaboration du CRDP, on a créé notre site web de IGA pour avoir une ouverture au monde. Puis, en 2019, on a été participé au congrès, au premier congrès du réseau international dans la francophonie pour la responsabilité sociale. Nous y retournerons cet automne aussi. L'organisme avait tenu son premier congrès à Rabat et notre réseau nous a accompagnés à cette rencontre et nous avons développé des partenariats avec ce monde-là. On a été au Gabon avec un congrès que Violaine avait organisé où on a aussi développé les collaborations avec le CIDMEF, le CADMEF. Avec le doctorat honoris causa du docteur Mukwege, comme je l'ai mentionné tantôt, on a eu une entente de collaboration et on a obtenu une subvention récemment du gouvernement canadien, des Affaires mondiales Canada, qui porte sur les droits sexuels et reproductifs, l'égalité genre, et on a tout un pilier sur le droit pour renforcer le groupe, le pilier droit de la Fondation Panzi du docteur Mukwege, qui se bat pour l'autonomisation de la femme et pour les droits de la femme qui subissent les violences durant la guerre comme arme de guerre. Et nous assumons aussi la direction de son centre de recherche à la Fondation Panzi. On a différents projets en développement. Entre autres, on a une entente avec l'Organisation ouest-africaine pour la santé pour le renforcement des compétences et des ressources humaines dans la santé en général dans les 15 pays de cette région de l'Afrique de l'Ouest. On est en train de développer le portail IGA pour créer cette plateforme qui va être le registre des ressources humaines, institutionnelles, organisationnelles, pour pouvoir analyser les besoins dans ces milieux-là et en fonction des besoins, créer les ressources et renforcer les ressources dans la collaboration avec les pays et les ressources concernées. Nous avons développé plusieurs projets, dont un projet avec Vision mondiale, un projet sur les bourses du jubilé de la reine Elisabeth qui est en cours actuellement à l'université, un autre projet sur les droits sexuels et génétiques avec SPRI, etc. Donc, d'autres projets sont en développement, mais ça serait trop long d'en parler. Donc, entre-temps, nous avons
pour aller plus loin, évidemment, développer la gouvernance de IGA en soi, et on a élargi le membership. C'est dans ce contexte-là que j'ai fait la connaissance de Myriam Cohen, et c'était un grand plaisir d'avoir sa collaboration et de la compter parmi nous et d'aller ensemble pour les droits de la femme et les droits sexuels et génétiques à travers la francophonie. Et ce n'est qu'un début, et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Marie. Je vais partager mon écran à mon tour. Juste pour être sûr que je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Alors, je commence en remerciant Vincent Sylvain pour nous avoir aidé à organiser cette présentation d'aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Peut-être le mettre, excuse-moi Myriam, peut-être mettre ton PowerPoint en diapositive. Comme ça? Super. Oui, c'est bon? OK, merci. Parfait. Merci de me l'aviser. J'avais vu qu'il y avait peut-être un petit problème. Alors, merci de nous avoir aidés à avoir cette plateforme pour parler des travaux d'IGA. Merci aussi à Marie-Violaine de m'avoir invité à faire partie de ces regroupements de l'Observatoire qui est vraiment extraordinaire. C'est un regroupement, comme on a entendu, Marie, qui date déjà de plusieurs années, qui est vraiment la preuve d'un travail exceptionnel de Marie-Violaine et qui fait vraiment du bien pour le monde, en fait. C'est l'essentiel. On fait des recherches intellectuelles, pratiques, mais je pense qu'au final, on veut un meilleur monde pour tous et toutes. Alors, je suis vraiment ravie, très honorée de faire partie récemment de ces regroupements. Et je vous parlerai aujourd'hui, en fait, des droits des filles, des adolescents et des femmes de la francophonie, les cadres juridiques du droit international. Alors, on a entendu, Marie, sur la professeure Hatem, sur les différentes activités et projets pour l'autonomisation des filles, des adolescentes et des femmes de la francophonie. Et nous avons discuté, nous trois, cette idée des droits des femmes. Ça commence par reconnaître les droits des femmes et des filles. Et c'est dans ces cadres-là que j'ai décidé de parler des différentes conventions. Et en listant les conventions, c'est sûr que je commencerai sur la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, mais il y en a plusieurs qui s'appliquent aux droits des femmes. Alors, je vous parlerai dans deux cadres du droit international, les premiers étant les droits internationaux des droits humains et les deuxièmes, les droits pénals internationaux. Alors, en premier, on parle des droits des femmes, de la reconnaissance de leurs droits et plusieurs conventions internationales, alors qui ont été ratifiées par les différents États, reconnaissent plusieurs droits aux femmes. Alors, non seulement les droits à l'égalité, non-discrimination, mais l'élimination des différentes formes de violence contre les femmes. Aussi, la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, qui est très importante aussi parce que souvent on voit la discrimination à l'égard de femmes, mais qui s'ajoute à une discrimination raciale. Alors, c'est une convention importante pour la reconnaissance des droits des filles, des adolescentes et des femmes. Il y a aussi la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui est une convention presque universellement ratifiée par les États, qui reconnaît plusieurs droits de l'enfant. Et encore une fois, il y a cette idée de plusieurs cadres juridiques qui jouent ensemble pour une reconnaissance étendue des droits des femmes. En plus de ces conventions, ces trois conventions principales, il y a les différentes déclarations au niveau international sur l'élimination de la violence contre les femmes, la déclaration et aussi les programmes d'action de Beijing et les protocoles facultatifs à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes qui a été créée, adoptée en 1999. En plus, j'aimerais mentionner les résolutions du Conseil de sécurité qui reconnaît, des Nations unies, qui reconnaît non seulement ces droits aux femmes, mais aussi qui vise à éliminer
toutes sortes de violences contre les femmes et qui m'amène à parler du deuxième cadre juridique. Alors, on a les premiers cadres qui est les droits internationaux des droits humains avec toutes ces conventions qui travaillent ensemble pour avoir cette idée des reconnaissances des droits des filles et des femmes, de non-discrimination, mais aussi qui fonctionnent pour l'élimination de différentes violences qui peuvent être des crimes internationaux contre les femmes. Si je passe au deuxième cadre, qui est les cadres des violences contre les femmes et adolescentes et filles, l'exemple du viol comme arme de guerre. Alors, mes domaines des pratiques, des recherches sont les droits humains, alors les droits fondamentaux et les droits pénals internationaux, les droits internationaux publics. Alors, les droits pénals internationaux portent sur les violences comme des crimes internationaux. On a des exemples de violations des droits des femmes, alors des violations au droit à l'égalité, par exemple, et on a des exemples de violations qui sont très graves, qui peuvent aller jusqu'à un crime international, comme les crimes contre l'humanité, un crime de guerre, même un génocide. Alors, les violences contre les femmes, l'exemple du viol, on le voit malheureusement, c'est très d'actualité. On peut lire dans les nouvelles qui est en cours non seulement dans plusieurs pays, mais récemment, dans la guerre en Ukraine, on voit des nouvelles concernant les violences sexuelles contre les femmes ukrainiennes. Et j'aimerais vous parler alors sur cette idée de viol comme arme de guerre, mais aussi d'élargir un peu la discussion parce qu'on entend beaucoup les viols comme arme de guerre. C'est sûr que c'est très grave, puis ça arrive dans plusieurs des conflits armés. Mais ça peut aussi arriver dans une situation qui n'est pas de guerre. Alors, les viols peuvent aussi être un élément constitutif dans le crime contre l'humanité et dans le génocide où on n'a pas nécessairement la nécessité d'avoir une guerre ou un conflit armé en cours. Il y a des institutions internationales, alors encore des instruments internationaux qui sont des instruments pour ces institutions qui reconnaissent la violence sexuelle, les viols, par exemple, contre les femmes, comme étant un élément constitutif dans des 3 crimes internationaux. Alors, les statuts de Rome de la Cour pénale internationale, les plus récents, sur lesquels je vais vous en parler, reconnaît les viols comme un élément d'un crime de guerre. Ceci, ce n'est pas la première fois qu'une Cour internationale reconnaît les viols comme un élément constitutif et les premières reconnaissances remontent au tribunal pénal pour les Rwandais et au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Mais c'est très important comme reconnaissance parce qu'on ne peut pas penser que les violences sexuelles font partie de la guerre, font partie des problématiques de la guerre où on peut s'attendre à ce qu'il y a des violences contre toute personne et il y a des violences sexuelles. Alors, cette reconnaissance au niveau international où on peut poursuivre des individus qui commettent les viols au courant de la guerre puis qui peut constituer un crime de guerre et dans les cadres du droit international. Je vous ai parlé des reconnaissances des droits, mais c'est aussi important de parler des responsabilités pour qu'on puisse ne plus avoir, on l'espère dans l'avenir, les viols comme une arme de guerre qui est un des travaux des LIGEA qui s'intéressent sur cette question. Comme je disais tantôt, les viols peuvent aussi constituer un crime contre l'humanité et sans rentrer trop dans les détails techniques des différences, mais une différence entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité est que les crimes de guerre, il faut avant tout avoir une guerre, alors un conflit armé. Alors que les crimes contre l'humanité, on peut les avoir pendant un conflit armé, pendant une guerre, mais ce n'est pas nécessaire. Alors peut-être qu'une situation de violence systématique, par exemple, ne rentre pas dans la définition d'une guerre ou d'un conflit armé interne ou international, mais qui peut constituer
en raison de son organisation politique, de son côté systématique, peut constituer un crime contre l'humanité. Et même si on n'est pas dans une situation de guerre. Alors, il y en a plusieurs types de crimes contre l'humanité, mais les viols, l'agression sexuelle, les trafics des femmes et l'esclavage sexuel, par exemple, peuvent être constitutifs de ces crimes. Et même, ça peut être aussi un génocide. Alors, un élément constitutif d'un génocide qui, comme les crimes contre l'humanité, n'a pas lieu nécessairement dans des situations de guerre. Il peut avoir lieu aussi dans une situation qui n'est pas encore constitutive d'un conflit armé. Alors, la Cour pénale internationale a eu une affaire qui était centrée sur les violences sexuelles, les viols, les violences contre les femmes. C'était l'affaire du procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, où il a été trouvé coupable en première instance et c'est un succès parce qu'il a été trouvé coupable en première instance des crimes contre l'humanité comme commandant, en fait, qui portait sur des viols, des violences sexuelles contre les femmes. C'est aussi un peu un échec de la justice internationale parce que après les jugements de la Chambre de première instance, les victimes, alors plusieurs victimes de violences sexuelles avaient commencé, c'est une possibilité à la Cour pénale internationale de demander des réparations pour les violations, les crimes qu'elles ont été victimes qui rentrent dans la compétence de la Cour pénale internationale. En parallèle, M. Bemba Gombo avait entamé un appel devant la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale et sa condamnation, au final, a été annulée par la Chambre d'appel. Et je dis que c'est un échec parce qu'aux côtés des réparations, alors si on pense aux réparations pour ces femmes et d'autres victimes qui ont souffert des dommages, qui ont souffert des violences, n'ont pas pu avoir des réparations puisque sa condamnation de M. Bemba Gombo a été annulée en appel et dans les systèmes, dans la structure de la Cour pénale internationale, nous pouvons demander des réparations juste dans un cas où il y a une condamnation. Alors, comme la condamnation a été annulée, les demandes de réparation ont aussi été annulées et ces victimes-là se trouvent alors dans une situation où elles doivent s'épancher sur d'autres forums pour obtenir des réparations et ce n'est pas toujours facile. Alors, comme je disais, le fait d'avoir des charges contre des personnes qui portent sur les viols comme arme de guerre, qui portent sur les violences contre les femmes, les violences sexuelles, c'est vraiment un pas dans l'avenir de la Cour, puisque la première affaire, par exemple, si on remonte à M. Thomas Lubanga Dilo, il a été condamné pour des crimes de guerre, mais cette fois-ci, c'était les premiers condamnés de la Cour pénale internationale. C'était pour d'autres crimes de guerre, alors l'enlistement des enfants comme soldats, comme enfants soldats, alors qu'on avait plusieurs organisations non gouvernementales avaient des preuves qu'il y avait eu plusieurs violences contre les femmes et les filles, mais qui n'avaient pas été portées en charge contre M. Lubanga Dilo. Alors, c'était une affaire qui était vraiment tentée par la violence sexuelle, les viols, mais qui n'avait jamais été portée devant la Cour. Ces crimes-là n'avaient jamais été portés devant la Cour pénale internationale. Alors, pour finaliser peut-être sur les cadres juridiques du droit pénal international, il y avait cette première reconnaissance et j'ai noté ici quelques affaires qui ont reconnu les viols comme arme de guerre, alors comme un élément constitutif d'un crime de guerre, mais aussi si on pense par exemple à Kayesu, qui est une affaire sur les génocides. Nous avons dans ces deux tribunaux-là, du Rwanda et l'ex-Yougoslavie, déjà la reconnaissance
du viol comme arme de guerre et la responsabilité des individus, ce qui est très important pour essayer d'éviter, si on pense que le droit pénal international peut essayer d'éviter des crimes dans l'avenir. Je pense que c'est une donne importante pour l'avenir de la reconnaissance des droits des femmes et des filles. Alors, juste consciente de mon temps, je vais parler en dernier sur les travaux de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale et les droits fondamentaux et son arrimage avec l'Observatoire IGA. Comme j'ai dit au tout début de ma présentation, je suis vraiment ravie et honorée de faire partie de l'Observatoire et je crois fermement qu'on a un arrimage parfait ici des travaux de ma chaire de recherche qui portent sur deux axes principaux. Les premiers sur la justice internationale. Alors, plusieurs des conventions et des cadres juridiques que je vous ai parlé ce matin sont des cadres juridiques sur la justice internationale. Alors, les réparations des victimes des crimes internationaux et cette idée de développer une justice internationale qui est plus inclusive, qui n'est pas juste axée sur les personnes responsables des crimes, alors leur culpabilité, leur procès, leur poursuite, mais aussi sur les communautés qui ont souffert des crimes internationaux, des violations flagrantes des droits humains et les victimes de ces crimes, comment est-ce qu'on peut les réparer et les inclure dans les processus de justice. Le deuxième axe de recherche sur les droits fondamentaux porte sur l'autonomisation des individus et des communautés. Alors, les travaux de la chaire développent un laboratoire sur les droits fondamentaux, les décisions des principes en droits fondamentaux, dans le but d'autonomiser les individus et les communautés. Alors, ça rime parfaitement avec les droits, avec les activités, les projets de l'Observatoire, justement dans cette idée d'autonomisation des filles et de femmes. Et j'ai vraiment très hâte de voir les nouveaux projets qu'on pourra développer ensemble, la chaire et aussi l'Observatoire. Alors, je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. Je passe la parole à ma collègue Violaine Lémé. J'ouvre mon micro. Merci à Vincent d'avoir proposé à Sylvain Lafleur d'avoir proposé ces matinées de justice avec IGA. Et merci Vincent aussi peut-être d'avoir jeté les germes d'une association avec Myriam, parce que Marie serait d'accord avec moi, ne serait-ce qu'avec cet exercice de repérage et un radar fiable de Myriam. Ça fait longtemps que j'avais le goût d'avoir ce panorama. Et là, on l'a, notre panorama, et on a notre spécialiste, c'est vraiment très bien. Alors, je vais essayer de trouver... voilà. Est-ce que vous voyez mon plan? Parfait. Alors, j'ai moins de temps, je veux conclure rapidement. J'ai essentiellement trois idées à vous présenter, mais j'ai décidé de vous présenter le plan. Je vais vous donner une vue d'ensemble de l'Observatoire à 90 secondes. Je vais vous faire une primeur et vous présenter un clip, une vidéo que nous venons à peine de terminer vendredi dernier, moi et les productions Via le Monde, réalisées par Catherine Viau, et qui vous donnera un peu cette idée de l'Observatoire. Et j'aurai 3 idées que je développerai après, j'y reviendrai. Bonne écoute, 90 secondes. L'autonomisation des femmes engendre un cercle vertueux. Ainsi, l'autonomisation d'une femme sur le marché profite à l'éducation de ses enfants qui auront plus de chances d'être mieux nourris et en position d'être scolarisés. Et en retour, des enfants mieux scolarisés profitent à l'économie et ainsi de suite. L'autonomisation des filles, des adolescentes et des femmes de la francophonie est au cœur de la mission d'IGIA. Trop de femmes meurent encore aujourd'hui parce que le savoir périnatal est mal partagé. Pour le professeur Marie Hatem, initiatrice de IGIA, c'est une conviction. La solution repose sur la formation et l'autonomisation des femmes. IGIA, un observatoire de recherche interdisciplinaire, fort d'un réseau francophone de formateurs et d'institutions en santé des femmes.
qui est bien fait. Vous savez maintenant comment on fait la formation. Si on avait toutes les réponses ici, on n'aurait même pas besoin d'apprendre. Pour soutenir la convergence des objectifs de la santé maternelle et infantile, du droit des femmes et des objectifs de développement durable. Tout ce qui est la pratique de la santé doit émaner de quelque chose qui a fait cette œuvre. Et voilà pour la primeur. Merci aux productions Via le Monde. Je reviens au petit plan pour vous aider à me suivre dans mes idées. Alors, un observatoire. Naturellement, on a un observatoire en construction. Mais qu'est-ce que c'est qu'un observatoire? Moi, ce que j'observe, c'est que c'est une forme qui est croissante, qui est à la mode, et il y a presque autant de définitions du mot observatoire qu'il y a d'observatoire. Chacun amène son petit grain. C'est une création en évolution et on s'insère dans cette évolution-là. Mais c'est une image qui est très parlante pour moi, qui est très puissante. Il y a une des racines du mot observatoire qui vient de la guerre. On dit souvent, un observatoire, c'est une vue élevée sur un champ de bataille. Alors, cette histoire de vue élevée sur un champ de bataille, elle dit beaucoup parce qu'elle a des implicites forts. On se trouve un lieu qui permet d'avoir une vue transversale de la bataille et c'est évident que c'est agréable, c'est nécessaire, pas agréable du tout une guerre, mais nécessaire de voir le tout pour être capable de réfléchir sur la suite de la bataille, sur l'action adéquate qui va devoir être posée par la suite. D'où l'importance d'un observatoire. Observez que dans cette image-là, les deux maîtres mots, c'est on se trouve un lieu pour se créer une distance suffisante pour observer le tout. Hein, et en plus, c'est quelque chose qui est crucial pour déterminer l'action adéquate par la suite, l'action stratégique qui peut-être mènera au fait de gagner la guerre. Alors, cette image-là, avec le parallèle d'Observatoire IGA, ça nous permet de comprendre rapidement ce qu'on est, ce qu'on veut faire, nos objectifs. On veut se créer un lieu privilégié où on peut observer tout ce champ de bataille qui est la société, encore ces relents patriarcaux qui vont créer les obstacles en santé mondiale, qui vont créer les obstacles à l'autonomisation de la femme. Et avec cette distance-là et cet observatoire qu'on va faire, on va réfléchir ensemble à quelle est l'action appropriée, la plus appropriée pour produire le changement social égalitaire qu'on espère. Et là, naturellement, nous autres, ce changement social qu'on veut produire par une action, ça va être la promotion, respect des droits de la femme, l'égalité d'accès aux droits à la santé, l'égalité d'accès aux soins qui donnent la vie. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, je vais passer au point 3 déjà, à ma prochaine idée, c'est que en ayant dirigé pendant toutes ces années le programme interdisciplinaire de doctorat en sciences humaines appliquées, j'ai eu forcément une fréquentation assidue des sciences humaines et sociales et de l'intervention. Et s'il y a une chose qu'on a appris au 20e siècle, tout du côté de ces sciences sociales-là de l'action, c'est que dès qu'on veut réfléchir à comment agir, comment se servir du savoir pour trouver l'action adéquate pour produire les effets qu'on veut avoir, le b.a.-ba, c'est toujours, action suppose interdisciplinarité. Dès qu'on réfléchit au savoir utile à une action, c'est ça qu'on dit, tout les mouvements de la praxéologie à la fin du 20e siècle, les sciences de l'intervention, le prix Nobel d'économie Herbert Simon avec ses sciences de l'action, c'est ça qu'on arrive. La grande conclusion, construire une action qu'on veut baser sur le savoir, qu'on veut baser sur la raison universitaire, ça suppose toujours
Ici, naturellement, dans IGA, on s'intéresse à prendre une décision d'action qui va être une action professionnelle, une action d'intervention, une action d'application des savoirs de sciences humaines. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi que ce qu'ont fait les savoirs de la praxéologie du 20e siècle, c'est qu'ils ont rappelé à tous ces gens qui étaient en train de se spécialiser le pourquoi de la spécialisation. Au cours du 20e siècle, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait plein de savoirs, il y en avait toujours un nouveau, une nouvelle discipline, un nouveau truc. Et là, l'université a dit, OK, on va mettre de l'ordre dans tout ça. On va créer des grandes catégories. D'un côté, les sciences expérimentales, de l'autre côté, la philosophie, de l'autre côté, l'économie. On va mettre de l'ordre, puis on va aussi se répartir les tâches. On va trier, on va faire un peu de fordisme dans la production de la connaissance. Bon, OK, toi, tu t'intéresses aux sciences naturelles, toi, tu vas t'intéresser à la philosophie, et là, on va dire chacun va faire ce qu'il a à faire. Mais là, à un moment donné, la spécialisation monte, et là, à un moment donné, tout le boom de l'interdisciplinarité, la mode de l'interdisciplinarité, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ouais, dans la production de connaissances, il n'y a pas juste le but de mettre de l'ordre, il n'y a pas juste le but de devenir des spécialistes. C'est bon, c'est nécessaire, c'est beau, mais il y a des objectifs de production de connaissances qui appellent non pas de séparer pour mettre en ordre, mais au contraire, de tout mettre ensemble parce que l'union fait la force. Quand est-ce qu'on va avoir besoin de ça? C'est quand on veut résoudre un problème humain dont il n'y a pas de réponse. Et là, il faut réussir. Comment on fait pour gérer lutter contre le réchauffement de la planète? Ben, ça prend l'union des forces. Ça appelle une action interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut gérer une action une gouvernance, quand on veut gérer une action publique de gouvernance, ça peut être une action privée de gouvernance de l'action professionnelle, mais ça peut être une gouvernance publique par l'État. Et comment on fait pour arriver à une action éclairée? Action interdisciplinarité. Alors, à partir de là, on arrive déjà au point 4. L'histoire implicite du Centre de recherche en droit public. Alors, je viens combler des blancs ici, mais si vous m'avez vu arriver, vous allez voir que lorsqu'on est juriste, à force d'être formé au droit à l'ère de la spécialisation, on finit souvent par oublier toutes ces bases historiques qui font qu'on a des choses en commun et on se ressemble. Et qu'est-ce que c'est que ces bases historiques dont je trouve qu'il faut rappeler à la mémoire, que je trouve qu'il faut rappeler à la mémoire, c'est que notre savoir spécifique en faculté de droit, celui qu'on enseigne au premier cycle, il est lié à une suite d'événements historiques, il est imbriqué dans ça. Normalement, imbriqué dans les Lumières et sa lutte précise contre l'arbitraire. L'arbitraire était une noirceur. C'est lié avec l'avènement du phénomène constitutionnel. Et si on lit Jean Leclerc, par exemple, on va voir que lui-même est ancré dans les Lumières. On a les révolutions politiques du monde moderne qui vont mener à la création ou à la naissance de l'État, de l'État de droit. Et là, à partir de là, ce qui est bien intéressant, c'est quand on voit tout ça, on se souvient les objectifs historiques de cet état de droit nouveau qui va naître des suites des révolutions modernes, qui va être censé, son objectif, il est tout entier centré sur cet objectif de contrer la résurgence potentielle de la justice féodale et là, avec une gouvernance législative et judiciaire, il va arriver à éradiquer ce risque de résurgence de la justice féodale. Et là, comme l'a théorisé avec d'une façon lumineuse notre Kelsen, notre fondateur à tous, quand il rappelle toujours cet arrière-plan des objectifs inhérent à la fondation de l'État de droit et à son action moderne. Il va dire, il va montrer par exemple que on fait partie de ce mouvement en disant, il y a l'autorité du précédent parce que ce qu'on veut, c'est dans l'action
créer une uniformité de traitement des justiciables. On va arriver avec la cohérence pyramidale parce que dans l'action, il faut arriver dans l'action législative et judiciaire de l'État, il faut arriver à respecter les limites constitutionnelles. On va arriver à cette neutralité axiologique parce que dans l'interprétation de la règle de droit, il faut s'assurer de contrer toute possibilité de résurgence des vieux relents de la société féodale à travers l'interprétation. Alors, tout ça, c'est encore très lumineux et très d'actualité chez Kelsen et qui retrouve beaucoup ses lettres de noblesse avec les révolutions en philosophie de la connaissance du 20e siècle, mais ça, je n'ai pas le temps de toucher à ça. Mais qu'est-ce que ça nous dit, cette mémoire qu'on ne rappelle pas assez souvent en faculté de droit? Ça nous dit que notre savoir, il est éminemment précieux parce que nécessaire à l'action de l'état de droit, à l'action. Et là, à partir de là, on veut une action publique la plus éclairée possible. Et là, on voit apparaître l'intuition historique des fondateurs du CRDP. Parce que c'est ça qu'ils ont senti. Dès le départ, ils ont dit, on a besoin d'observer tout le champ de bataille qui est la société, un point d'observation avec une distance nouvelle, parce que quand on est un juriste spécialisé pour ne le nez collé dans le problème, on n'a pas cette perspective qui permet d'aborder quelque chose d'aussi extraordinairement complexe qu'une gouvernance publique rationnelle, basée sur la science. Et là, on voit apparaître tout de suite cette distance qu'on crée avec l'interdisciplinarité par la nomination de Guy Rocher, un des premiers arrivés au CRDP et qui va être le premier à observer le droit avec un peu plus de distance parce qu'il va le faire en tant que sociologue, puis il va poser des nouvelles questions. Et là, c'est déjà la naissance de la création d'une volonté de vue privilégiée sur un champ de bataille encore. Et on va voir aussi, et c'est ce qu'a dit, m'a confié en toute candeur Paul Gérin-Lajoie lors des 50e anniversaire du CRDP. Il me disait, c'est ça qu'on voulait au départ, c'est ça qu'on avait compris, qu'il fallait l'union pour faire la force et pour arriver à gérer cette chose extraordinairement complexe qui est la gouvernance législative et judiciaire. Alors, je conclurai ceci, parce que je vais aller vite. Finalement, j'arrive à la conclusion que l'Observatoire IGEA, finalement, il est très, très proche du Centre de recherche en droit public, qu'on pourrait peut-être, dans cet esprit, regarder comme un observatoire implicite de la gouvernance étatique, je dirais, ou de l'action d'État ou l'action de l'État de droit. Et je dirais que l'Observatoire IGEA, tout autant que l'observatoire, que le CRDP, qui n'est pas un observatoire, bien sûr, qui n'en a pas l'appellation, mais qui en a certains traits, je dirais, ils sont tous les deux fondés sur la conscience initiale d'un besoin d'unir tous les savoirs utiles, potentiellement utiles, lorsqu'on veut produire du changement social, et que c'est compliqué de produire du changement social tel qu'on le veut. C'est tout le mouvement de l'effectivité du droit avec Guy Rocher. Alors, IGEA s'intéresse à la gouvernance de l'action professionnelle et de formation en santé et en droit des femmes pour produire le changement social égalitaire entre les genres et en santé mondiale. Et le CRDP, lui, il s'intéresse à la gouvernance de l'action publique dans le secteur de la justice étatique pour produire le changement social escompté par l'État de droit. Alors, moi, je dirais, dans cet état d'esprit-là, c'est tout à fait normal et naturel que Marie ait eu l'intuition fondatrice de me dire « Viens, l'union fait la force ». J'ai compris ça sur le terrain, que pour vraiment produire mes objectifs, atteindre mes objectifs de santé mondiale et de santé de la femme et de survie supérieure de la femme, là où il y a des usages sociaux qui font problème, on a besoin de s'unir et j'ai besoin de toi. Et je dirais merci à Vincent de l'avoir invité au CRDP parce que je pense que c'était un choix naturel. Alors, merci Marie de m'avoir invité, merci Vincent de l'avoir invité. Et puis, on va passer à la période des questions.